Ce samedi 14 mai, la 21e Belgium Pride a eu lieu à Bruxelles. La capitale européenne a vibré au son des slogans autour de la lutte contre les discriminations, à l'encontre des lesbiennes, des homosexuels, des bisexuels et des transgenres. Ces derniers ont été d'ailleurs mis à l'honneur de cet événement communautaire. Selon le dernier baromètre de l'association internationale gay et lesbienne, la Belgique se hisse à la deuxième place des pays européens les plus avancés en matière des droits des minorités sexuelles. Toutefois, les associations souhaitent un allègement du parcours de changement de genre et une plus grande considération du choix de genre. Ces intérêts se concentrent dans une campagne polymédia intitulée I Decide, appelant tout un chacun à s'interroger sur le droit de toute personne de choisir son genre. À Cuba, les négociations de paix entre les FARC et la Colombie ont abouti à un accord sur les enfants soldats enrôlés dans la guérilla. Cet accord vise à retirer tous les combattants mineurs des rangs des FARC. Il sera progressivement mis en place suivant une feuille de route d'application encore à établir et concernera en premier lieu les enfants de moins de 15 ans et sera ensuite appliqué aux autres combattants de moins de 18 ans. Le responsable des négociations pour les FARC, Ivan Marquez, a précisé que les enfants retirés des rangs de la guérilla suivront, je cite, des programmes spéciaux et éducatifs afin que l'exclusion sociale qui les a poussés dans nos campements ne se répète jamais. En Angola, la chute des cours du baril provoque une grave crise sanitaire dans un pays dont la croissance et l'économie dépendent en majorité de la production de pétrole. En cause, la fièvre jaune et un système de santé entièrement géré par l'État, mis en difficulté par la situation précaire du second producteur africain d'or noir. Nous sommes débordés. Il y a tellement beaucoup de cas. Nous avons vraiment besoin de l'aide. Cette épidémie, transmise par les moustiques, a déjà fait 258 morts sur 618 cas confirmés, selon les derniers chiffres de l'OMS. En France, pour la 6e fois en un peu plus de 2 mois, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans tout le pays contre la loi travail. Cette loi avait été adoptée sans vote la semaine dernière après que le gouvernement ait utilisé l'article 49.3 de la Constitution. Ces manifestations ont de nouveau été émaillées d'incidents, notamment des jets de projectiles et des destructions de mobilier urbain. Ces violences ont aussitôt été condamnées par l'ensemble de l'exécutif français qui, s'il ne renie pas le droit de manifester, promet de tout faire pour empêcher les casses et la violence à l'encontre de la police. C'est dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre l'homophobie que l'association Execo et Aide ont présenté l'homophobiol, un médicament indiqué pour le traitement de tout symptôme homophobe. L'idée, c'est d'offrir un objet pour combattre l'homophobie et par là même les contaminations contre du VIH. Donc c'est une campagne un petit peu décalée à orientation du grand public, tout simplement. Au lendemain des manifestations contre le président réprimé à travers le Venezuela, l'opposition maintenait jeudi la pression sur place et au niveau international pour faire partir Nicolás Maduro, qui s'accroche au pouvoir et menace de renforcer les mesures de sécurité. L'Assemblée nationale du Venezuela a perdu sa légitimité. Ce n'est qu'une question de temps avant sa disparition. Elle est déconnectée des intérêts nationaux et je suis certain qu'elle va rejeter le décret parce qu'elle veut mettre fin à la vie économique du pays pour mettre le tapis rouge dans le palace Miraflores. Mercredi, l'opposition vénézuélienne manifestait pour exiger l'organisation d'un référendum en vue de révoquer le président Maduro, une initiative à laquelle les autorités ont opposé une fin de non-recevoir, même si la commission électorale doit encore se prononcer officiellement sur cette demande. Cette brusque montée en tension dans ce pays pétrolier à l'économie ravagée, Maduro se met au-dessus de la Constitution. Maduro n'est pas au-dessus de la Constitution. Il devrait préparer les chars de guerre et les avions. Comme je le dis aujourd'hui à l'armée, le moment de la vérité est arrivé et il faut décider si vous êtes avec la Constitution ou avec Maduro. C'est une décision dont l'armée sera responsable.
est une réponse directe à la situation d'état d'exception instaurée depuis ce début de semaine. Prise en tenaille entre les pressions lobbyistes, les incertitudes médicales, les tensions politiques et les actions citoyennes, l'Europe vient une nouvelle fois de repousser sa décision sur le renouvellement ou pas de l'autorisation de commercialisation de l'herbicide chimique le plus vendu au monde. Le plan de la Commission est vraiment inquiétant. Il joue avec notre santé. On pense que le principe de précaution doit être respecté et la Commission doit interdire le glyphosate jusqu'à ce qu'on sait qu'il est sûr par la recherche indépendante et transparente. Je trouve ça étrange qu'on hésite sur quelque chose qui est probablement cancérigène. Enfin, il n'y a pas d'hésitation pour moi. Si c'est probablement cancérigène, déjà là, il y a un souci. Donc, et même si c'était que probablement, voilà, il n'y a pas d'hésitation. Si aucune décision n'est prise avant le 30 juin, le glyphosate ne sera plus autorisé dans l'Union européenne et les États membres devront retirer les autorisations de tous les produits à base de glyphosate, a rappelé la Commission, elle-même favorable au renouvellement. Contrairement à la région wallonne qui veut prendre des mesures d'interdiction avant même la Commission européenne, le ministre fédéral de l'Agriculture, Willy Boursu, a indiqué ce vendredi qu'il soutient la proposition de renouveler l'approbation du glyphosate. Mohamed Abrini, inculpé pour les attaques du 13 novembre à Paris et qui a reconnu être l'homme au chapeau de l'attentat à l'aéroport de Bruxelles, a participé à une reconstitution de sa journée du 22 mars. La première partie de la reconstitution s'est déroulée à Schaerbeek, dans la rue Max Roos, d'où étaient partis les terroristes. En fin de soirée, les enquêteurs se sont rendus avec Abrini à l'aéroport de Zaventem afin que le suspect détaille le déroulement précis de l'attentat de l'aéroport. Dans un communiqué, le parquet belge a indiqué que ces reconstitutions s'étaient déroulées sans incident et que dans l'intérêt de l'enquête en cours, aucun détail sur le déroulement ou les résultats de cette opération ne serait communiqué à la presse. Un avion d'Égyptair reliant Paris au Caire s'est abîmé en mer avec à son bord 66 personnes, dont 56 passagers. Le contact radar a été perdu alors que l'avion entrait dans l'espace aérien égyptien. Les autorités grecques et égyptiennes, aidées du FBI, ont déployé les ressources nécessaires afin de retrouver l'appareil, dont le signal a été repéré une dernière fois entre la Crète et les côtes égyptiennes. En ce qui concerne l'incident d'Égyptair, nous n'avons pas de revendication ni de preuve qu'il s'agisse d'un acte intentionnel jusqu'à présent du moins. Mais le FBI, comme vous vous en doutez, travaille avec ses partenaires du monde entier pour mieux comprendre ce qu'il s'est passé. Vu que nous ne voyons aucun indice de cause pour l'instant, il est difficile pour moi de parler des implications. Ce vendredi, et selon l'armée égyptienne, des débris de l'avion ont été retrouvés à 290 km au nord d'Alexandrie. Salah Abdeslam, seul membre encore en vie du commando djihadiste du 13 novembre, a été entendu pour la première fois par les juges antiterroristes français. Le suspect a néanmoins refusé de répondre aux questions du juge qui l'interrogeait. Le parquet a déclaré qu'Abdeslam avait d'entrée de jeu fait valoir son droit au silence, refusant de répondre aux questions du juge d'instruction. Aujourd'hui, ne souhaite pas s'exprimer et ne souhaite pas répondre aux questions du juge. Donc on verra plus tard, mais en tout cas pas aujourd'hui. Cette année, le Centre national de la mer situé dans le Nord-Pas-de-Calais Nausicaa fête ses 25 ans. C'est au début des années 80 que Guy Langagne décide de réaménager l'ancien casino de Boulogne-sur-Mer pour faire découvrir le milieu marin aux habitants. Philippe Valté, jeune océanographe, est à l'époque missionné pour réaliser une étude, puis en devient le directeur général. Nausicaa, c'est le maire de Boulogne de l'époque qui voulait créer un grand site touristique avec aquarium et musée de la pêche, qui a été à l'origine de ce projet et qui l'a soutenu. Nous, en tant que moi océanographe et puis mon collègue ingénieur agronome spécialisé en aquaculture, on a conçu le projet et ce projet donc, qui a finalement ouvert en 1991 et dont on fête les 25 ans.